Merveilleusement bien. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo sur l'organisation de la justice française. Et là, je profite du temps, j'ai un petit peu de temps, et donc je fais cette vidéo pour te présenter la justice française, l'organisation judiciaire, l'organisation juridictionnelle française, parce que c'est important, notamment si tu fais du droit, c'est important de comprendre les mécanismes, de comprendre l'organisation judiciaire, juridictionnelle en général. Alors, donc, on va prendre tout d'abord le schéma. Le schéma que j'ai donc trouvé sur le site justice.gouv, il est très bien fait, ce schéma. Et donc c'est pour ça que je le reprends. Je précise également que la vidéo est tournée au mois de septembre 2020, soit après la loi du 23 mars 2019 qui vient réformer l'organisation judiciaire. Peut-être que tu le sais, on en reparlera. Le tribunal judiciaire a été créé à l'issue de cette loi du 23 mars 2019, puisque les anciens tribunaux de grande instance, les anciens TGI et les anciens tribunaux d'instance ont donc été fusionnés pour des questions de simplicité sous l'appellation donc de tribunal judiciaire. Et puis cette même loi, on y reviendra aussi, a créé le tribunal de proximité. Bon, donc ça c'est important de comprendre que il y a eu cette réforme-là qui est intervenue. Cette réforme, je le précise, est entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Alors, on va donc prendre ce schéma, c'est un exercice que j'aime bien faire avec mes étudiants en cours de méthodologie. Notamment, je prends le schéma et puis j'explique un petit peu les différentes juridictions et puis le fonctionnement en général de la justice française. Alors, déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vois, d'un côté, on a l'ordre judiciaire, ici, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'ordre administratif. Ça, ce sont les ordres de juridiction. En France, on a deux ordres de juridiction, deux ordres juridictionnels. L'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Et chacun de ces deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, se répartit les affaires. C'est-à-dire que l'ordre administratif va être compétent pour telles affaires, l'ordre judiciaire va être compétent pour telle ou telle affaire. Et puis là, au-dessus, on a le tribunal des conflits. Alors j'en parle très brièvement, mais le tribunal des conflits, c'est une juridiction indépendante des deux ordres et qui va venir déterminer si une affaire relève de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Puisque effectivement, parfois, on ne sait pas trop si l'affaire relève de l'un ou de l'autre des deux ordres, et bien le tribunal des conflits va venir trancher ce problème de compétence. Alors, maintenant que j'ai dit ça, donc ordre judiciaire, ordre administratif, on va se concentrer principalement sur l'ordre judiciaire, et puis on parlera aussi, beaucoup plus brièvement, de l'ordre administratif. Alors, en ce qui concerne l'ordre judiciaire, tout d'abord, l'ordre judiciaire, il est compétent notamment pour les affaires qui concernent les particuliers entre eux, les personnes privées entre elles, et aussi les affaires pénales. D'accord? Donc tout ce qui concerne le pénal et les affaires des particuliers entre eux. On va y revenir. Pour l'ordre administratif, là aussi très rapidement, mais l'ordre administratif, en gros, c'est les affaires qui concernent, les litiges qui concernent donc les relations entre les personnes publiques, l'administration, l'État et les particuliers. Et puis aussi, c'est les affaires qui concernent l'administration elle-même, le fonctionnement de l'État en lui-même. Bon. Donc ça, c'est l'ordre judiciaire, c'est plutôt particulier, privé, ordre administratif, public, État, etc. Maintenant que j'ai dit ça, l'ordre judiciaire. Alors, commençons par l'ordre judiciaire. Donc comme tu peux le constater tout en bas, on a ce qu'on appelle les juridictions de premier degré. Juridiction de premier degré, donc là tu vois le conseil de prud'homme, le tribunal de commerce, tribunal judiciaire, tribunal de proximité, etc. Donc ça, c'est les juridictions de première instance. D'accord? Juridiction de premier degré, première instance. C'est les juridictions qui vont connaître pour la première fois de l'affaire. D'accord? Ces juridictions-là vont statuer en premier. Alors, si on se précise un petit peu sur le tribunal judiciaire. Je t'en ai parlé, il y a eu une grosse réforme de l'organisation judiciaire à la suite de la loi du 23 mars 2019, dite loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Et cette loi a donc fusionné les anciens tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance. Avant, on faisait une distinction entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance. Maintenant, il n'y a plus cette distinction-là, puisque les tribunaux d'instance et de grande instance, qui sont situés dans une même ville, ont été regroupés donc en une seule juridiction, le tribunal judiciaire. Et, alors là aussi, petite précision, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails, si le tribunal d'instance
qui est situé dans une commune différente d'un tribunal de grande instance, eh bien, ce tribunal d'instance devient une chambre détachée du tribunal judiciaire, c'est le tribunal de proximité. Bon, je ne rentre pas forcément dans le détail, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est surtout que donc on a fusionné tribunal d'instance et tribunal de grande instance sous l'appellation tribunal judiciaire, puisque désormais le tribunal judiciaire est compétent pour tous les litiges civils, donc c'est-à-dire toutes les questions par exemple de divorce, de succession, de loyer, etc. On a aussi les problèmes de filiation, problèmes de mariage, etc. Bon, voilà. Donc c'est toutes les affaires privées, les affaires civiles. Le tribunal judiciaire est compétent. Problèmes de voisinage également, les problèmes immobiliers. Bref. Donc ça, c'est les juridictions civiles, le tribunal judiciaire. À côté, on trouve le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, qu'est-ce que c'est ? C'est le tribunal qui est compétent pour les affaires commerciales, c'est-à-dire qui concernent deux commerçants. D'accord ? Imagine, tu as un fournisseur qui ne paye pas un commerçant, et bien dans ce cas-là, il va y avoir un problème commercial, et donc ça peut aller jusque devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce est aussi compétent pour tout ce qui concerne les faillites d'entreprises. Alors, en droit, on ne parle pas de faillite, on parle plutôt de liquidation judiciaire, faillite étant l'ancien nom que l'on donnait, donc au fait qu'une entreprise ne puisse plus payer personne, d'accord ? Aujourd'hui, on parle de liquidation judiciaire, donc le tribunal de commerce est compétent pour ce qu'on appelle de manière générale les procédures collectives dont la liquidation judiciaire fait partie. À côté, on trouve le conseil de prud'homme. Alors, j'insiste vraiment sur ça. Le conseil de prud'homme, on parle bien du conseil de prud'homme, d'accord ? Conseil de prud'homme. C'est la juridiction qui est compétente pour les litiges qui concernent les relations entre un employeur et un salarié. Imagine, tu viens de te faire virer de ton boulot, eh bien toi, tu vas vouloir contester ce licenciement devant le conseil de prud'homme. Eh bien, c'est le conseil de prud'homme qui va statuer sur ton sort. Donc ça, c'est les juridictions civiles, les affaires civiles, donc tribunal judiciaire, les civils au sens propre, vraiment, tous les problèmes de filiation, de divorce, etc., de succession. Tu as le tribunal de commerce, les affaires commerciales, et puis tu as le conseil de prud'homme, le droit du travail, concrètement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Imagine, tu as une décision qui a été rendue, imagine, tu contestes ton licenciement. D'accord ? On prend l'hypothèse de tout à l'heure, tu contestes ton licenciement, tu travailles dans une super boîte et tout machin, et du jour au lendemain, on te met à la porte. Et toi, forcément, tu veux contester ce licenciement. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas donc saisir le conseil de prud'homme. Et le conseil de prud'homme, donc tu vas saisir ce conseil de prud'homme, et si tu imagines que tu n'es pas gain de cause devant le conseil de prud'homme. D'accord ? Tu perds devant le conseil de prud'homme. Qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, si tu n'as pas eu gain de cause devant le conseil de prud'homme, il te reste une voie de recours, c'est ce qu'on appelle l'appel. C'est qu'à le dire, c'est que tu vas faire appel de la décision de première instance. Tu vas faire appel de la décision du conseil de prud'homme, qui t'est défavorable. Alors en droit, on dit même interjeter appel. Tu vas interjeter appel de la décision du conseil de prud'homme qui t'est défavorable. Tu vas interjeter appel devant la cour d'appel. Tu vas interjeter appel donc devant la cour d'appel qui est donc une juridiction de second degré. La cour d'appel, c'est celle qui statue une deuxième fois, second degré, une deuxième fois sur l'affaire. Elle statue sur les faits et le droit. Bon, on a la cour d'appel, il y en a plusieurs en France, et imagine maintenant que tu n'as pas gain de cause devant la cour d'appel. Admettons, le conseil de prud'homme dit que le licenciement est justifié. Donc toi, c'est défavorable pour toi. Tu interjettes appel de la décision, la cour d'appel de Lyon, admettons, dit que le licenciement est aussi justifié. Est-ce qu'il te reste une voie de recours ? Eh bien oui, il te reste une voie de recours puisque tu peux aller jusque devant la cour de cassation. Tu vas former un pourvoi en cassation devant la cour de cassation. D'accord ? Le pourvoi en cassation. La cour de cassation, qu'est-ce que c'est que la cour de cassation ? Eh bien la cour de cassation, c'est la juridiction la plus haute, comme tu peux le constater, dans l'ordre judiciaire. C'est celle qui se trouve vraiment tout en haut de l'ordre judiciaire. La cour de cassation, il n'y en a qu'une seule en France, c'est très important. La cour de cassation, c'est un juge du droit. Alors ça, c'est important de bien comprendre, c'est un peu technique, mais la cour de cassation, c'est un juge du droit. Cela veut dire qu'elle ne va pas rejuger une troisième fois.
l'affaire, elle va pas rejuger toute l'affaire une troisième fois. Non, c'est pas ça qu'elle va faire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Mais la Cour de cassation ne va donc pas juger toute l'affaire, mais simplement ce qu'elle va faire, elle, son contrôle, c'est qu'elle va vérifier que les juridictions inférieures, et notamment la décision de la Cour d'appel en l'occurrence, la Cour de cassation va vérifier que la Cour d'appel a correctement appliqué les règles de droit. Si tu veux, la Cour d'appel, devant elle, elle a des faits, elle a une affaire, et puis elle applique le droit à cette affaire. Eh bien, la Cour de cassation ne va pas rejuger une troisième fois l'affaire, elle va simplement vérifier que la Cour d'appel a correctement appliqué le droit aux faits, à l'affaire. D'accord ? Et la Cour de cassation peut alors rendre deux types de décisions. La Cour de cassation peut rendre deux types de décisions. Soit elle va rejeter le pourvoi. Donc si elle rejette le pourvoi, ça veut dire qu'elle va être d'accord avec ce qu'a dit la Cour d'appel. D'accord ? Première hypothèse, elle rejette le pourvoi. Si elle rejette le pourvoi, fin de l'affaire. L'autre hypothèse que peut faire la Cour de cassation, l'autre décision, c'est qu'elle peut casser la décision de la Cour d'appel. Et dans ce cas-là, la Cour de cassation va considérer que la Cour d'appel a mal appliqué le droit. Et si elle casse la décision de la Cour d'appel, la Cour de cassation pourra alors, c'est ce qu'elle fait généralement, renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel ou devant la même cour d'appel qui a statué, mais avec des juges différents. Par exemple, j'ai repris l'exemple de la Cour d'appel de Lyon. La Cour d'appel de Lyon, tu as ta décision de la Cour d'appel de Lyon, imagine que la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, elle pourra renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon, mais avec des juges différents, ou alors devant la Cour d'appel de Marseille, etc. D'accord ? Donc ça, c'est important que tu comprennes bien cette hypothèse du renvoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Admettons qu'il y a une cassation, d'accord ? La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel. Elle va renvoyer l'affaire devant une autre Cour d'appel. Imagine qu'à nouveau, la Cour d'appel n'aille pas dans le même sens que la Cour de cassation. C'est possible, ça arrive très rarement, mais c'est possible. Eh bien, il sera possible de faire un deuxième pourvoi en cassation. Bon, ça, il faut que tu le saches, mais c'est plutôt anecdotique et ça arrive rarement. Voilà pour les juridictions civiles. Alors maintenant, les juridictions pénales. Les juridictions pénales, le droit pénal, c'est tout ce qui est infraction pénale, les crimes, les délits, les contraventions, et avec les peines, etc. C'est ça le droit pénal. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 juridictions pénales. D'accord ? 3 juridictions pénales, le tribunal correctionnel, le tribunal de police et la cour d'assises. Alors, je précise juste qu'à titre indicatif, il y a une 4e juridiction pénale qui est en train d'être essayée un petit peu partout en France, c'est la cour criminelle qui est compétente pour certains crimes. Je ne rentre pas dans le détail, on va pour l'instant garder en tête qu'il y a 3 juridictions pénales, le tribunal correctionnel, le tribunal de police et la cour d'assises. La cour d'assises, voilà. Et il y a la cour criminelle, donc, mais c'est pour certains crimes, et pour l'instant, c'est à titre expérimental. Alors, comment on sait si c'est le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou la cour d'assises qui est compétente ? Eh bien, c'est très simple. En droit pénal, on distingue 3 types d'infractions. Je te résume, vraiment, je te simplifie les choses. Les contraventions, les délits et les crimes. Les contraventions, qu'est-ce que c'est les contraventions ? Les contraventions, c'est par exemple, tout ce qui est contravention, c'est un excès de vitesse, par exemple. C'est une contravention. Attention, la contravention, c'est pas l'amende. C'est souvent la question que j'entends. Enfin, je pose la question souvent à mes étudiants. Donnez-moi un exemple de contravention. Non, la contravention, c'est pas l'amende. L'amende, c'est une peine. D'accord ? La contravention, l'infraction de contravention, en quelque sorte, c'est par exemple un excès de vitesse, un stationnement gênant, etc. Donc ça, c'est donc le tribunal de police qui va être compétent. Je simplifie une nouvelle fois les choses. D'accord ? Donc en gros, garde en tête, tribunal de police, contravention. Ensuite, tribunal correctionnel. Tribunal correctionnel, lui, il va être compétent pour les délits. D'accord ? Crime, délit, contravention. Donc, le tribunal correctionnel va être compétent pour les délits. Un exemple de délit, le vol simple. On va garder l'exemple du vol, tu as le recel aussi. Qu'est-ce que c'est que le recel ? Le recel, c'est le fait de conserver les biens issus d'un vol. Voilà, c'est ça le recel. Un receleur, c'est quelqu'un qui a conservé des biens qui ont été issus d'un vol. Bref, le recel est un délit et donc on peut se retrouver devant le tribunal correctionnel. L'homicide involontaire. L'homicide involontaire également, c'est un délit, c'est-à-dire le fait de tuer par imprudence, par maladresse quelqu'un, eh bien c'est un délit.
D'accord? C'est pas un crime. Donc, pour toutes ces infractions, vol, recel, homicide involontaire, eh bien, c'est le tribunal correctionnel qui est compétent. Enfin, pour les crimes, c'est la cour d'assises qui est compétente. Pour les crimes, c'est la cour d'assises. Les crimes, par exemple, le viol, le meurtre. Et donc, dans ce cas-là, c'est la cour d'assises. La cour d'assises, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est composée de juristes, de juges normaux, mais de juges professionnels, mais aussi à la cour d'assises, et c'est la particularité de la cour d'assises, c'est qu'il y a un jury populaire. C'est-à-dire que des citoyens lambda vont être tirés au sort et vont peut-être un jour, peut-être que ça te concernera toi, tu vas peut-être participer un jour à un procès d'assises en tant que juge et tu devras statuer sur la culpabilité d'une personne. Ça peut arriver, tout simplement, tu vas être tiré au sort sur la liste électorale. Voilà, donc ça c'est la cour d'assises qui est donc compétent pour tout ce qui est crime, le viol, le meurtre. Alors, il y a une question aussi que j'aime bien poser à mes étudiants, c'est quelle est la différence entre un meurtre et un assassinat. Bon, en gros, c'est que l'assassinat, c'est que c'est un homicide, c'est le fait de tuer quelqu'un avec préméditation. Alors que dans le meurtre, il n'y a pas de préméditation. Bon, voilà, il faut bien que tu comprennes ça. L'assassinat, forcément, pour l'assassinat, les peines sont plus lourdes. Et voilà, d'accord? Donc ça, c'est important que tu comprennes que la cour d'assises est compétente en matière de crime, le tribunal correctionnel est compétent en matière de délit, et enfin, le tribunal de police est en gros compétent pour les contraventions. Il est possible également de faire appel de la décision, d'interjeter appel d'une décision. Alors, pour le tribunal correctionnel et le tribunal de police, ce sera la cour d'appel. Pour la cour d'assises, ce sera la cour d'assises d'appel. Et puis enfin, on peut se retrouver une nouvelle fois devant la cour de cassation. Alors, j'ai oublié de le préciser, et ça aussi c'est un truc que les étudiants ont tendance à oublier, c'est que la cour de cassation, et ça c'est vraiment, j'insiste vraiment sur ce point, c'est que la cour de cassation est composée de 6 chambres. La cour de cassation est composée de 6 chambres. 3 chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle. Et donc, la cour de cassation est composée de ces 6 chambres. Et puis, forcément, tu l'auras compris, chacune de ces 6 chambres se répartit les affaires. Donc, cour de cassation, 6 chambres. Voilà, on a fait un petit peu le tour des juridictions de l'ordre judiciaire avec, donc je résume, les juridictions de premier degré, de première instance, les juridictions d'appel de second degré, et puis enfin, la Cour de cassation qui est un juge du droit qui n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle vérifie uniquement que les juges inférieurs ont correctement appliqué le droit. Donc ça, c'était pour les juridictions de l'ordre judiciaire. Très rapidement, maintenant, sur les juridictions de l'ordre administratif, on trouve comme juridiction de première instance le tribunal administratif. Si on n'obtient pas gain de cause devant le tribunal administratif, eh bien on peut aller devant la cour administrative d'appel. Et puis si une nouvelle fois on n'obtient pas gain de cause devant la cour administrative d'appel, on peut aller devant le Conseil d'État, donc section de contentieux. Pourquoi c'est marqué section de contentieux? Eh bien c'est parce que tout simplement il y a différentes sections. Il y a une section consultative par exemple au Conseil d'État. Là, contentieux, ça veut dire que c'est la section, la partie du Conseil d'État qui tranche les affaires. Voilà pour l'organisation de la justice française. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin et si tu veux avoir accès à 50 fiches de révision simples, synthétiques, colorées pour réviser, pour apprendre l'introduction générale au droit, eh bien, je mets le lien dans la description. Peut-être que tu es intéressé, puis également, tu peux peut-être intéressé par mes autres fiches de révision en la matière. J'espère en tout cas que cette vidéo à propos de l'organisation de la justice française, eh bien, t'a plu, vraiment. Si c'est le cas, n'oublie pas, première chose, de liker la vidéo. Et puis également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et enfin, dernière chose, n'hésite pas à m'indiquer en commentaire sur quelle thématique tu souhaiterais avoir des vidéos. Je te souhaite en tout cas une très belle soirée, une très belle journée, une très belle matinée. Je ne sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo. Mais en tout cas, prends soin de toi. À la prochaine.